Bonjour à tous, bienvenue à la seconde édition de l'année 2021 des Petits Déjeuners de l'innovation, donc toujours en format webinaire pour le moment, malheureusement. Du coup, pour rappel, ce programme propose tous les premiers mardis du mois d'approfondir une thématique en relation avec l'entrepreneuriat en général. C'est un programme qui est co-organisé par l'Agence de développement économique de la ville d'Alès, Alès-Miriapolis, et l'IMT Minalès. Donc aujourd'hui, nos intervenants que nous remercions pour leur participation vont vous aider à répondre à la question comment bien communiquer sur les réseaux sociaux. Donc tout d'abord, Solène Barès de l'agence Soul Market nous présentera l'importance de l'engagement de la communauté sur les réseaux sociaux et les moyens à utiliser pour développer cet engagement. Puis Stéphane Ozil d'Ozil Conseil nous présentera l'analyse de comptes Twitter de certains grands groupes, la ligne éditoriale à adopter sur Instagram et pour finir, un regard stratégique sur l'outil TikTok. Du coup, je vais laisser Muriel Girand de l'IMT Mines nous expliquer un peu les modalités de bon déroulement de ce webinaire. Donc, bonjour à tous. Donc, effectivement, concernant le déroulé et l'organisation, donc le petit déjeuner de l'innovation, donc on va rester ensemble jusqu'à peu près 10 heures, jusqu'à 10 heures ce matin. N'hésitez pas, alors du coup, on a fait le choix là pour pas déranger dans la présentation des intervenants, du coup, de laisser du coup les intervenants dérouler leur présentation là sur les deux présentations de ce matin, mais n'hésitez pas à mettre vos questions au fur et à mesure dans le chat, vous pouvez les écrire. Par contre, on reviendra dessus à la fin de la présentation des deux intervenants. Et donc là, il n'y aura pas de souci, il y aura un échange et Gabriel et moi, on relaiera toutes vos questions et n'hésitez pas après même à poser des questions sur vos cas personnels, mais du coup, dans un second temps, suite à cette présentation. L'autre information, donc quand vous allez quitter à la fin du petit déjeuner, quand vous quitterez donc le webinaire, vous allez automatiquement une page qui va apparaître, qui va vous relayer sur le questionnaire de satisfaction lié à ce petit déjeuner de ce matin. Donc, si vous pouviez prendre 2 petites minutes pour répondre au questionnaire dans la foulée du webinaire, comme ça, on ne vous embête plus après à vous relancer par mail. Ce serait très gentil. Donc, voilà, automatiquement, normalement, quand vous allez vous déconnecter, il y a le questionnaire en ligne sur Google Forms qui va apparaître. Et si vous pouvez prendre les 2 minutes pour le compléter, ce serait très, très gentil de votre part. Et le dernier point dont je voulais vous parler, c'est le prochain petit déjeuner d'innovation qui aura lieu le 2 mars, donc mardi 2 mars à 8h30, comme habituellement. Et la thématique du prochain petit déjeuner sera les aspects juridiques de la création d'entreprise, donc notamment les statuts la rédaction des statuts des sociétés et le pacte d'associés. Voilà, donc du coup, pour tous ceux que cette thématique intéresse également, n'hésitez pas à bloquer dès à présent votre créneau du mardi 2 mars de 8h30 à 10h sur la thématique des aspects juridiques de la création d'entreprise. Voilà, donc je vais laisser la parole à Solène et je vous souhaite un très bon petit déjeuner. Alors, je partage. Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Oui, c'est super. Bon, bonjour à tout le monde. Donc, effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de l'engagement sur les réseaux sociaux et comment essayer de renforcer cet engagement et l'engagement de sa communauté. Donc, pour vous dire un mot sur Soul Market, c'est un groupement de freelance en communication. C'est une structure qui est représentée par moi-même et Gaëlle Devic. Nous accompagnons principalement des indépendants, des petites structures, des TPE, dans divers sujets de communication. Donc, ça passe par du graphisme, la création de logos, d'identité visuelle, création de sites web, du conseil en référencement Internet, SEO, SEA, de la stratégie sur les réseaux sociaux, des formations individuelles ou collectives sur la communication digitale sous tous ces aspects. Et une de nos particularités également, c'est de proposer du conseil et de la formation en crowdfunding, donc en financement participatif. Alors, pour rentrer dans le vif du sujet tout de suite, quand on parle d'engagement, de quoi parle-t-on exactement et comment est-ce qu'on peut le mesurer? Donc en fait, l'engagement sur les réseaux sociaux s'intéresse aux interactions qu'il peut y avoir sur nos posts
Et c'est vrai qu'il y a différentes façons de mesurer cet engagement, en fait. Alors, quand on parle des interactions qu'on peut avoir sur nos posts ou sur les comptes, sur nos réseaux sociaux, on s'intéresse aux likes, aux partages et aux commentaires la plupart du temps. Donc, la façon la plus classique de calculer l'engagement, c'est justement d'additionner ces interactions, de les diviser par le nombre d'abonnés sur nos comptes, Instagram, Facebook, etc., et de les multiplier par 100. Donc, si on imagine qu'on a 100 interactions sur un post auquel, sur notre compte, on a 3000 abonnés, ben en fait, on a un taux d'engagement de 3,33% par exemple. Mais on peut également calculer l'engagement un peu différemment en faisant, en fait, en ramenant le nombre d'interactions sur la portée organique ou payante de nos posts. C'est-à-dire, en fait, on s'intéresse plus au ratio entre le nombre d'interactions et le nombre d'abonnés, mais cette fois-ci entre le nombre d'interactions et le nombre de vues de nos posts. Parce qu'on sait que quand on fait un post sur les réseaux sociaux, au final, notre publication n'est pas vue de l'ensemble de nos abonnés. Donc, c'est intéressant aussi de voir sur le nombre de personnes qui ont vu notre publication, que ce soit des personnes qui l'ont vue naturellement ou parce qu'on a sponsorisé notre contenu, ben, quel est le pourcentage du coup d'interaction qu'il y a eu sur ces posts. Et puis après, on peut s'intéresser à d'autres critères en fait aussi plus spécifiquement. Donc, on peut faire ce même type de calcul, mais en s'intéressant par exemple au nombre de commentaires ou au partage privé, aux enregistrements, parce qu'en fait, il y a différents types d'interactions qui peuvent intervenir sur une publication sur les réseaux sociaux et elles n'ont pas la même valeur en fait. Quelqu'un qui va liker une publication pour les réseaux sociaux, ça n'a pas la même valeur qu'une personne qui va commenter un post ou au mieux le partager. Donc, c'est vrai qu'en fait, c'est une notion finalement qui englobe pas mal de choses et après, chacun peut choisir de s'intéresser à un critère plutôt qu'à un autre. Et pour vous parler d'engagement, je pense qu'il est important de vous parler rapidement de comment fonctionne en fait l'algorithme des réseaux sociaux. Alors, je vous montre cette petite infographie qui est faite par l'agence Digital Tease. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que quand on fait une publication sur Facebook, par exemple, là, donc sur une page Facebook, l'algorithme de Facebook va mesurer en fait la qualité de votre post selon différents critères et en fonction de la qualité de votre post, va lui attribuer en fait un classement. Donc les critères pris en compte par Facebook, ce sont déjà, est-ce que la publication est de bonne qualité, on va dire technique, c'est-à-dire est-ce que, alors par exemple, on sait que les vidéos sont des contenus qui sont privilégiés par Facebook plutôt qu'une infographie ou qu'une image. De façon générale, les réseaux sociaux n'aiment pas qu'on mette un lien externe vers un autre site parce que souvent Facebook, Instagram, Twitter fonctionnent un peu de la même façon, préfèrent que l'internaute qui est sur Facebook reste sur Facebook. Donc ça, ce sont des choses, des critères qui, on va dire, qualitatifs. Le fait de ne pas demander spécifiquement à notre communauté d'aimer ou de partager. Donc d'éviter même dans le commentaire de notre post, d'inviter notre communauté à liker ou à partager un post. Parce que ça, ce sont des choses qui vont pénaliser en fait le post. Et ces différents critères pris en compte par Facebook vont déterminer de quelle façon Facebook va décider de montrer le post à vos abonnés. Donc en fait, quand on fait un post sur nos réseaux sociaux, d'abord le post est montré en moyenne à 1% de nos fans. C'est-à-dire que parmi nos abonnés, les gens qui nous suivent déjà, qui sont déjà dans notre communauté, ben en fait, il n'y a qu'une très faible proportion de ces fans qui vont voir le post dans un premier temps. Et en fait, c'est la façon dont ils interagissent avec notre post, donc vraiment leur engagement envers notre publication, qui va faire que ce post va être montré à une plus grande partie de notre propre communauté. Et là, on voit qu'il y a différents classements parmi les niveaux d'interaction. Donc, par exemple, si on a un fan qui like, donc qui aime notre publication, ben en fait, la publication est montrée à une personne supplémentaire. Si on a une personne qui commente notre publication, alors le post est montré à 6 personnes supplémentaires. Montrée, c'est-à-dire qu'elle va apparaître sur le mur, en fait. Un commentaire plus détaillé, c'est plus 13 personnes. Un partage, c'est également plus 13. Donc bon, voilà, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, mais on voit qu'en fait, il y a différents
voilà, différents critères comme ça. Et en fait, après, à partir du moment où du coup la publication suscite des interactions, Facebook, l'algorithme de Facebook considère que c'est une publication qui est intéressante. Et du coup, la page va également gagner en visibilité. C'est-à-dire que ça va avoir un impact sur les publications futures qu'on va faire, sur celles qu'on fera dans un second temps, qui du coup seront montrées à une partie plus large de notre communauté. Donc en fait, ce qu'on comprend aussi dans la façon dont fonctionne l'algorithme, c'est que nos publications peuvent également être pénalisantes. C'est-à-dire que pour le coup, une publication qui susciterait peu d'interactions auprès de notre communauté, elle va pénaliser de façon générale nos profils, donc, que ce soit Instagram ou Facebook ou d'autres, et les posts futurs seront moins vus, voilà, et en fait, c'est pour ça qu'il est parfois contre-productif de faire des posts qui vont susciter peu d'engagement, parce qu'on se pénalise pour les publications futures. Donc c'est comme ça que fonctionne l'algorithme de Facebook et globalement un peu de tous les réseaux sociaux, en tout cas des principaux. Je vous montre également un peu le même principe pour Instagram. Ce qui est intéressant aussi de relever sur Instagram, c'est que quelque chose qui rentre vraiment en compte aussi dans la façon dont un profil, un compte va être bien classé par l'algorithme d'Instagram, c'est aussi la façon dont vous-même en tant qu'utilisateur, vous allez interagir avec d'autres comptes. Et ça, c'est vraiment un critère qui est vraiment pris en compte par Instagram. Donc, pas uniquement le fait de publier, le fait d'avoir des interactions sur ces publications, mais aussi le fait de soi-même interagir avec d'autres profils, d'aller commenter d'autres publications, de partager d'autres stories, etc. Et donc ça, ce sont vraiment des critères qui sont importants. Petite parenthèse sur l'algorithme des réseaux sociaux, mais c'est important, je pense, de l'avoir en tête. Alors, l'engagement, en fait, qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Il y a quelques étapes, en fait. La première étape, quand on fait une publication sur les réseaux sociaux, l'objectif, c'est de capter l'attention d'un maximum de personnes au sein de sa propre communauté et des personnes qui ne sont pas dans notre communauté, donc qui ne sont pas déjà abonnées à nos publications. Donc d'abord de capter l'attention avec un post attractif et puis ensuite, on l'a vu, de susciter de l'interaction. Parce qu'avoir de la visibilité sur son post, c'est bien, mais sans interaction, c'est pénalisant. Donc avoir des interactions, des likes ou des commentaires et des partages. L'objectif aussi, quand on crée une publication, un contenu qui va être qui va captiver notre audience et qui va susciter du partage, c'est que derrière on va augmenter encore plus la visibilité parce qu'on va capter les communautés des personnes qui ont partagé le contenu. Donc ça, c'est vraiment important. L'objectif derrière, ça peut être évidemment d'avoir des avis, des commentaires, des témoignages sur nos publications et d'amener notre communauté à contribuer à la publication. C'est-à-dire à fournir eux-mêmes du contenu, à apporter une expérience supplémentaire sur ce qu'on a publié. Quand on arrive dans ce schéma où en fait notre communauté partage, puis témoigne et contribue même à notre communication, mais du coup, on a une communauté qui devient active et qui devient même animatrice de notre propre communication. Donc ça, c'est important parce que derrière, quand notre communauté interagit et devient acteur de notre communication, donc crée aussi du contenu, le partage, le relais, etc., c'est là qu'on va transformer en fait. Et l'objectif de tout ça, évidemment, c'est de transformer, c'est d'augmenter les ventes. Je trouve que le petit schéma à côté est intéressant quand on voit que on a en moyenne 90% de nos utilisateurs, des utilisateurs sur les réseaux sociaux qui sont des spectateurs, donc qui n'interagissent pas avec les publications. En moyenne, il y a à peu près 9% d'utilisateurs qui sont actifs sur les réseaux sociaux, donc pour le coup qui vont interagir avec une publication, et seulement 1% de notre communauté, généralement, qui sont des utilisateurs vraiment contributeurs. Donc, on comprend la nécessité de fournir beaucoup de contenu, du contenu de qualité, pour avoir derrière peut-être 1% d'utilisateurs contributeurs, et qui dit contributeur derrière peut dire aussi prescripteur. Alors un mot sur l'inbound marketing, en fait, le fameux entonnoir, parce que c'est
l'objectif de la communication sur les réseaux sociaux, bien sûr, c'est de capter, d'avoir une forte audience et de transformer des visiteurs qui sont potentiellement intéressés et de les amener derrière vers un canal de vente, hein, ou de transformation en tout cas. Donc l'objectif, c'est d'abord de susciter l'intérêt et ensuite de capter parmi les personnes intéressées vraiment les visiteurs qu'on peut qualifier de contacts qualifiés en fait, hein. Donc ça, de toucher les bonnes personnes, les personnes qui vont être derrière intéressées directement par notre produit ou nos services. Et ensuite, il faut mettre en place, il faut dérouler tout un canal à partir des réseaux sociaux, par exemple, mais qui peuvent les amener vers le site internet, par exemple, pour les transformer en qualifiés, en contacts qualifiés et les transformer en prospects. Et puis derrière, les transformer en clients. Et ensuite, l'idéal, c'est évidemment, quand on a un client, de le transformer, alors déjà de le fidéliser, donc en client récurrent, puis en client ambassadeur. Alors, concrètement, l'engagement, ça rapporte quoi en fait? Parce que bon, on peut se dire c'est intéressant d'avoir une communauté qui est engagée, qui nous suit sur les réseaux sociaux, mais derrière, comme toute entreprise, l'objectif, c'est de vendre. Donc, est-ce qu'il y a un réel impact en fait entre le fait d'avoir une communauté qui nous suit, qui est active sur les réseaux sociaux, sur les ventes? Oui, oui, bien sûr. L'engagement sur les réseaux sociaux, ça amène déjà plus de visibilité. Parce qu'évidemment, quand on a une communauté qui interagit sur nos posts et qui est engagée, bien, on se rend visible de leur propre communauté. Donc, on augmente l'audience de notre marque. Ça peut nous apporter des témoignages et du contenu supplémentaire. Donc ça, c'est important aussi pour avoir du contenu qualitatif sur les réseaux sociaux. Et les témoignages sont importants parce que on sait que les internautes qui achètent se fient énormément aux témoignages d'autres utilisateurs pour acheter sur Internet. Et même pour acheter un service. Et l'engagement va également susciter des recommandations derrière. Donc ça, c'est très important et ça impacte directement les ventes. Un utilisateur qui est engagé sur nos réseaux sociaux peut également lui-même, il peut être prescripteur, mais peut également être consommateur. Mais c'est vrai qu'il y a une différence. Un utilisateur qui contribue sur notre communication, qui contribue à nos... Enfin, disons, qui interagit avec nos publications, ça n'est pas nécessairement un utilisateur qui est acheteur. Donc voilà, c'est vrai qu'il faut bien différencier en fait le fait d'avoir un bon engagement sur ces publications. Derrière, il y a un impact sur les ventes, mais un contributeur n'est pas nécessairement un acheteur. Alors, la base pour développer l'engagement sur ces réseaux sociaux, c'est d'abord de bien comprendre les attentes de sa communauté. Parce qu'il n'y aura pas d'engagement sans du contenu qui soit très, très qualitatif et qui va répondre aux attentes de la communauté. Donc, la première étape, c'est d'abord de se demander quelles sont les attentes de ma communauté sur les réseaux sociaux. Et pour ça, il y a quelques bonnes pratiques, mais il n'y a pas, je pense, de règles générales. Une bonne pratique, ça consiste à tester différents contenus et à s'adapter en permanence. Aussi parce que les attentes évoluent, hein, les attentes des communautés évoluent sur les réseaux sociaux. Donc, tester différents types de contenus et puis observer ce qui se passe, apprendre et en tirer des leçons. Mais également, tout simplement, demander directement à notre communauté quelles sont ses attentes. Donc, ça peut être par le biais de courtes enquêtes ou petits sondages aujourd'hui, que ce soit sur les réseaux sociaux ou par de l'emailing, etc. Il y a plein de façons d'interroger en fait notre communauté pour déterminer leurs attentes. Également, de proposer des tests utilisateurs. Donc, que ce soit sur des produits, des services, en fait, pour avoir des retours. L'objectif, c'est de faire participer un maximum notre communauté pour avoir ces retours et pour pouvoir mettre en place derrière la bonne stratégie. Et bien sûr, d'essayer de demander à notre utilisateur d'être lui-même créateur de contenu, de le rendre actif dans notre communication. Comme ça, on peut réellement répondre à ses attentes. Alors, comment définir une bonne stratégie de contenu?
Parce qu'en fait, c'est vrai qu'aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, on parle de marketing de contenu, hein, enfin de content marketing, il faut vraiment avoir du contenu très qualitatif. Donc déjà, je pense que la base, c'est de choisir les bons médias, les réseaux sociaux qui sont adaptés à notre cible, à notre positionnement et de ne pas nécessairement s'éparpiller. Il vaut mieux, à mon sens, être bon et avoir une communauté engagée sur une ou deux plateformes que d'être un petit peu partout et d'avoir du mal à suivre notre communauté. Donc je pense que pour choisir les médias stratégiques, il faut déjà bien sûr prendre en compte ses propres ressources en interne, hein, les ressources qu'on a à notre disposition pour animer les réseaux sociaux. Concrètement, si on a un community manager à plein temps, ou si on a une personne, ou si on s'en occupe soi-même, voilà, on n'a pas forcément le même temps disponible, les mêmes compétences, ou si on sous-traite ou qu'on passe par une agence, etc. Donc ça, c'est des critères à prendre en compte. Et puis ensuite, bien sûr, chaque média, plateforme sur les réseaux sociaux a son positionnement. Donc quand on a une cible de 15-25 ans, bon, c'est pertinent d'être plutôt actif sur TikTok et Instagram. Et inversement, quand on a une cible B2B, il faudra peut-être avoir une stratégie vraiment concentrée sur LinkedIn, par exemple. Et voilà, choisir vraiment les médias stratégiques et, à mon sens, éviter de s'éparpiller. Toujours penser, quand on crée des publications, en termes de valeur ajoutée. Ce que je publie, quel est l'intérêt pour ma communauté, pour les gens qui me suivent, et pour les gens que je souhaite toucher, même ceux qui me suivent pas. Et ça, c'est une erreur qu'on peut faire souvent, c'est de produire du contenu qui fait la promotion de nos services, de nos produits, etc., mais derrière qui n'apporte pas vraiment une valeur ajoutée aux clients. Donc en fait, qui va très très vite lasser notre communauté. Et ça a un effet très très négatif sur la visibilité d'un compte. Donc pensez à qu'est-ce que le contenu va apporter. Donc est-ce que une nouvelle expérience, une démonstration, des informations supplémentaires, voilà, toujours essayer d'avoir du contenu très qualitatif. La régularité également, parce qu'il faut être régulier dans la production de contenu sur les réseaux sociaux, même très régulier. Certains réseaux sociaux sont plus demandeurs et plus chronophages que d'autres. Et le fait d'être régulier, c'est très important parce qu'à partir du moment où on va commencer à perdre le rythme, on va pénaliser notre profil. Ça, c'est très très vrai sur Instagram aussi, par exemple, hein, où à partir du moment où on commence à avoir une petite période où pendant un mois, on communique moins, on pénalise le compte de façon assez durable et après, c'est un gros effort pour faire remonter en fait son compte. Et puis, de l'authenticité et de la transparence. Et ça, c'est vrai que c'est un point de vigilance quand on communique sur les réseaux sociaux, c'est que on peut parfois se faire un peu dépasser par notre communication, parce que forcément, on essaie de développer notre engagement, donc on essaie de créer du contenu qui suscite de l'engagement et de l'interaction, et on peut parfois un peu perdre le contrôle de ce qui se dit, ce qui se passe. Sur Internet, nos clients, nos prospects sont des gens informés, qui savent où trouver l'information aujourd'hui. Donc, ne pas être transparent complètement sur ses produits, ses services, etc., ça peut avoir un effet boomerang très important. Et l'authenticité, c'est vraiment ce qui va être recherché aujourd'hui le plus par la communauté. C'est-à-dire une communication aussi la plus directe possible, la plus simple possible. Donc, voilà quand même, je pense, les grands axes pour définir une bonne stratégie de contenu qui va être adaptée à l'attente de notre communauté. Je ne sais pas si à ce stade, il y a des points, si tout semble clair. Bon, je pense que c'est bon. Alors, j'enchaîne. Pas de questions pour le moment, voilà. Ok. Alors, je vais pousser ça. Alors, ensuite, là vient la question de la transformation. Comment on transforme l'engagement de notre communauté sur les réseaux sociaux. Alors là, d'abord, voilà, il y a toujours ce principe de tunnel. Hein, communiquer sur les réseaux sociaux, l'objectif premier, c'est de gagner en notoriété, en visibilité pour une marque.
de susciter l'intérêt de la communauté et ensuite derrière de convertir, donc de convertir vers une vente hein, ou vers une prise de contact. Donc ça peut être en essayant d'amener notre internaute vers un site marchand ou vers une demande de contact via notre site internet par exemple, ou une prise de rendez-vous, une demande de documentation, etc. Et derrière de fidéliser la communauté, d'essayer de transformer notre client en prescripteur. Et en client récurrent d'abord, en prescripteur ensuite. Je pense que la première chose, la base en fait, c'est d'essayer vraiment de toujours créer une expérience interactive avec l'internaute, avec notre prospect puis notre client. Et donc de l'accompagner en fait sur toutes ces étapes et même un prospect qu'on a réussi à convertir en client, derrière de l'accompagner aussi également avec un suivi personnalisé. Créer l'expérience interactive, ça va être essayer d'avoir du contenu, comme ce qu'on est en train de faire, hein, par exemple, hein, le fait d'un webinaire, c'est un contenu, c'est une expérience interactive, c'est une relation directe avec l'entreprise, avec les personnes qui sont derrière l'entreprise. On peut imaginer différentes choses qu'on peut mettre en place pour créer vraiment cette expérience interactive, donc ça peut être déjà du chat aussi, hein, le fait d'offrir la possibilité à notre communauté de nous contacter directement, d'avoir une réponse rapide. Ça, c'est important. Ça peut être des programmes de fidélisation aussi, des expériences en magasin ou autres, hein, des webinaires. Donc, en fait, de capter grâce aux réseaux sociaux, mais derrière, d'offrir une expérience complémentaire sur les réseaux ou ailleurs par un autre moyen, mais une expérience plus directe. Et assurer un suivi personnalisé, bien là, ça peut être par exemple par de l'emailing, mettre en place des emailings automatiques. Alors on parle d'automation, mais par exemple selon le parcours ou l'interaction de notre prospect ou de notre client. Voilà, typiquement, en tant que consommateur, on a tous été confrontés à ça. On regarde un produit sur un site internet où on fait un achat et derrière, quelques jours après, on reçoit une proposition de produit complémentaire ou une demande de témoignage sur sur ce produit en particulier ou un code promotionnel pour une vente future. Et tout ça, c'est un suivi en fait personnalisé, donc selon notre parcours, selon ce qu'on a fait, d'avoir derrière une suite d'actions qui sont mises en place. Donc ça, c'est vraiment ce qui va permettre de transformer, je pense, l'engagement qu'on aura réussi à construire sur les réseaux sociaux vers derrière le développement des ventes. Je regarde en même temps s'il n'y a pas de questions aussi, je suis claire, mais j'ai l'impression que ça va. Alors, j'ai essayé d'identifier pour vous quelques tendances 2021. Excusez-moi, je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, on a une petite question quand même qui est tombée, comme vous posez la question. Donc, la question, c'est quelle fréquence de publication pour chaque réseau? Alors là, j'ai envie de dire, ça dépend un petit peu. Bon, je pense que ça dépend beaucoup de l'activité quand même de l'entreprise, de la taille de l'entreprise, et derrière des ressources qu'on a de disponibles. Globalement, en général, par exemple, Stéphane nous confirmera peut-être, mais je sais que sur Instagram, on est sur un rythme de publication quand même assez élevé, c'est-à-dire qu'il faut quand même communiquer plusieurs fois par semaine. C'est un peu une certitude, c'est-à-dire, bon, alors ça peut être tous les jours pour une marque en B2C, mais ça peut être pour une TPE, un indépendant, ça peut être 2 ou 3 fois par semaine, mais c'est vrai que c'est un rythme quand même assez élevé. Et au-delà du fait des publications qu'on fait, ça demande également d'interagir de façon très très régulière avec d'autres comptes, avec d'autres marques ou d'autres prescripteurs, partenaires, etc.
Sur Facebook aussi, il vaut mieux privilégier quand même, je pense, deux ou trois publications par semaine, c'est l'idéal. Au minimum une, hein, je dirais. Je pense que le minimum, c'est quand même un rythme hebdomadaire. Par exemple, après, Twitter est un réseau, selon moi, qui est beaucoup plus chronophage, qui demande plus de régularité, où là, on est presque sur un rythme quotidien. Donc c'est vrai que c'est aussi pour ça qu'avant de choisir de communiquer, de se lancer sur un ou plusieurs médias sociaux, la première question qu'il faut se poser, c'est est-ce que je vais être en capacité de produire du contenu de façon très très régulière aussi. Parce que si on n'est pas en capacité de produire du contenu, il vaut mieux se demander si, à mon sens, il vaut mieux peut-être privilégier une seule plateforme et aussi consacrer du temps pour travailler le référencement de son site internet en parallèle, travailler une stratégie d'emailing. Enfin, vous voyez, la communication sur les réseaux sociaux, c'est pas quelque chose selon moi qui va s'autosuffire. Et, et il faut y associer aussi une vraie stratégie de référencement de son site internet, une stratégie d'emailing la plupart du temps. Donc voilà un peu le rythme. Globalement, c'est vrai que les réseaux sociaux, je pense, deviennent de plus en plus demandeurs de régularité. Et donc, aujourd'hui, on est quand même sur un rythme où il faut communiquer à minima toutes les semaines, mais au mieux plusieurs fois par semaine, voire presque quotidiennement. Alors, quelques tendances 2021, toujours le marketing d'influence. Le marketing d'influence, c'est le fait de travailler avec des influenceurs, des prescripteurs. Alors, une tendance, c'est quand même, les marques ont tendance en ce moment à plutôt se diriger vers des micro-influenceurs, donc des influenceurs qui ont des communautés plus petites, mais pour le coup, qui ont un meilleur engagement auprès de ces influenceurs. Donc, des influenceurs qui ont une relation beaucoup plus proche avec leur communauté, qui prennent davantage le temps d'y répondre, d'interagir avec eux personnellement. Et du coup, en fait, des influenceurs qui ont peut-être moins de visibilité, moins d'audience, mais par contre, une meilleure influence. Alors après, les technologies évoluent constamment et c'est vrai que du coup, il y a des nouvelles tendances en 2021 qui sont vraiment liées à des innovations technologiques et aussi à la capacité aujourd'hui des réseaux sociaux et des entreprises à traiter la data des clients de façon plus fine. Quand je parle de technologie, par exemple, aujourd'hui, la recherche vocale est vraiment quelque chose sur laquelle Google, notamment, travaille beaucoup. C'est-à-dire que les internautes font de plus en plus des recherches en utilisant des recherches vocales via leur téléphone, etc. Et donc, il faut s'adapter aussi à ce type d'innovation technologique. Du contenu vrai et du contenu divertissant. Alors, quand je parle de contenu vrai, c'est beaucoup plus de contenu live, en fait, par exemple, beaucoup plus de stories aujourd'hui que de posts, ou de contenu live, interactif. Par exemple, les webinaires, c'est vrai que c'est un peu une tendance 2021. Les podcasts aussi, c'est un contenu, c'est un média qui est très intéressant à utiliser en 2021. Du contenu personnalisé, donc essayer au maximum de personnaliser, de s'adresser à peut-être à une partie de sa communauté selon leurs besoins, etc., mais de faire vraiment du contenu très ciblé. Du contenu, alors quand je dis contenu divertissant, c'est vrai qu'il y a une tendance quand même en ce moment à ce qu'on appelle du snack content, c'est-à-dire du contenu assez court, rapide, qu'on va pouvoir, du contenu de quelques minutes, quelques secondes, etc. Et à contrario aussi du contenu beaucoup plus long. C'est-à-dire qu'on a un peu ces deux tendances. Les marques ont tendance à par exemple, proposer des vidéos très courtes, interactives. Donc là, on est vraiment sur des choses assez divertissantes. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un internaute recherche aussi sur les réseaux sociaux du divertissement, mais aussi parfois de l'information. Donc au final, des vidéos assez longues qui peuvent durer 30 minutes, 40 minutes. C'est aussi du contenu intéressant. Donc on a vraiment un peu ces deux tendances.
Il y a de façon générale les réseaux sociaux essaient vraiment de lutter contre les fake news, les fameuses fake news. Donc c'est vrai que quand je parle de contenu vrai, ça c'est quelque chose, on peut très vite être un peu blacklisté, on va dire, par une plateforme parce qu'on diffuse du contenu un peu trop racoleur, par exemple, hein, ou du contenu qui n'est pas, dont les sources ne sont pas citées, qui n'est pas vérifié. Donc ça, c'est vraiment un point sur lequel il faut être extrêmement vigilant. Des publications socialement responsables aussi. Donc là, il y a de plus en plus les marques s'engagent aussi et essaient de produire du contenu qui soit engagé. Donc ça, c'est quand même une tendance en 2021 et ça répond vraiment aux attentes des communautés et d'essayer de fidéliser et de récompenser la fidélité de notre communauté. Donc là, récompenser la fidélité, ça peut être aussi par des liens d'affiliation, voilà, enfin en tout cas des réductions, des choses comme ça, ou du contenu spécifique privilégié pour notre communauté fidèle, etc. Du contenu premium par exemple. Et puis du contenu humoristique aussi, hein, c'est une tendance aussi en ce moment. Enfin voilà, on a envie à la fois, je pense que les gens aujourd'hui ont envie de trouver des infos véridiques, même techniques, hein, donc du contenu à valeur ajoutée, donc vraiment des informations pointues, mais aussi en parallèle du contenu divertissant. Et les grandes lignes, des grandes tendances. Alors, le sponsoring et l'engagement, est-ce qu'il est utile de sponsoriser son contenu pour développer son engagement sur les réseaux sociaux? Et oui, a priori. Aujourd'hui, c'est quand même assez incontournable de sponsoriser son contenu ou ses comptes pour élargir son audience. Parce que quand on publie du contenu... l'audience naturelle, en fait, quand on publie du contenu, on s'adresse à notre audience naturelle, donc aux gens qui sont déjà abonnés chez nous. Et après, c'est en fonction des partages, justement, de la visibilité de nos posts qu'on va pouvoir capter d'autres personnes. Mais le sponsoring permet vraiment de développer son audience beaucoup plus rapidement et de capter des personnes qui ne sont pas déjà dans nos abonnés. Donc, c'est important. Après, je pense que le sponsoring sur les réseaux sociaux doit être intégré à un budget global de communication qui doit comprendre peut-être aussi du référencement payant, Google Ads, justement, enfin de la stratégie d'emailing, un budget global de communication. Mais donc, ça, c'est important. Et je pense qu'il est aussi important en termes de sponsoring de tester différentes options. Parce qu'on a différentes options hein, en termes de publicité sur les réseaux sociaux, de sponsoriser des publications. Donc, par exemple, dans des posts, hein, ça peut être sponsoriser un concours, une opération spéciale qu'on fait, une communication sur un événement, etc. Mais aussi sponsoriser ses comptes. Pour avoir plus de visibilité, sponsoriser une page Facebook ou un compte Instagram, voilà. Et ce qui est important aussi quand on met du budget sur de la publicité sur les réseaux sociaux, c'est d'analyser constamment les retours, de pas mettre du budget comme ça et puis il faut vraiment... Alors c'est parfois compliqué d'essayer de faire un suivi direct entre la publicité sur les réseaux sociaux et l'impact direct sur les ventes. Parce que c'est vrai que l'impact n'est peut-être pas nécessairement immédiat sur les ventes. Pour avoir une analyse quand même plus fine des retours, il faut mettre en place souvent du tracking vers ces liens. Donc on sponsorise par exemple une publication qui renvoie vers un site marchand. Il faut pouvoir analyser, mettre par exemple avec Google Analytics, analyser précisément de quelle façon cette publicité sur les réseaux sociaux a augmenté le trafic sur le site internet et derrière a augmenté les commandes, les ventes, etc. Parce que c'est en analysant constamment ces retours qu'on peut adapter notre stratégie, adapter notre budget et du coup aussi voir est-ce que
est-ce que j'ai un réel retour sur investissement. Ce qui est important, je pense aussi, quand on fait du sponsoring sur les réseaux sociaux, c'est vraiment de varier les différentes formes de sponsoring, de ne pas se contenter de sponsoriser, de faire de la publicité sur des posts, mais de varier vraiment les différents types de publicité. Surtout qu'aujourd'hui, c'est quand même assez simple de mettre en place des campagnes payantes sur les réseaux sociaux parce que on est assez bien guidé au final. Que ce soit sur Facebook, Instagram, en fait, on détermine nos objectifs de croissance de visibilité, ou nos objectifs, est-ce que c'est d'amener du trafic vers le site web, ou d'avoir plus de visites dans notre point de vente. Bon, en ce moment, c'est peut-être pas le cas, et en fonction de nos objectifs, ben, on va mettre en place une campagne spécifique, avec un ciblage spécifique, et avec un budget correspondant. Alors, est-il intéressant de travailler avec des influenceurs et comment travailler avec des influenceurs? Alors, je vous l'ai dit, le marketing d'influence, c'est vraiment une grosse tendance. C'est déjà une tendance depuis un moment, mais ça continue de l'être, même si le marketing d'influence a quand même beaucoup évolué ces dernières années. Et aujourd'hui, les marques, comme je vous le disais, préfèrent travailler avec des influenceurs qui ont des communautés plus petites, mais plus engagées. Malgré tout, on estime que le budget de marketing d'influence, par exemple sur Instagram, va augmenter de 15% en 2021. Donc, c'est vraiment une tendance. Donc, l'intérêt, c'est vraiment de donner du crédit à nos publications et de développer assez rapidement une communauté. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment sur les réseaux sociaux, quand on travaille avec des influenceurs, ou même des micro-influenceurs, c'est d'avoir des témoignages en fait de nos produits, de nos services, et d'avoir un réseau de prescripteurs au final. C'est pertinent également de travailler avec des influenceurs en B2B. Alors des influenceurs en B2B, ça peut être des partenaires, ça peut être des consultants ou des personnes comme ça. Et de quelle façon on peut travailler avec des influenceurs en B2B, par exemple sur LinkedIn, ça peut être aussi en proposant à un partenaire d'intervenir lors d'un événement, d'apporter un témoignage, de rédiger un article, de réaliser une interview aussi d'un partenaire, ou d'animer une webconférence, une table ronde, etc. Et ça, c'est très important, je pense, sur les réseaux sociaux aujourd'hui, de ne pas animer une communication seule, mais de travailler alors soit avec des influenceurs, soit avec aussi des partenaires, des prescripteurs, des fournisseurs, etc. Et de communiquer à plusieurs. Les programmes de parrainage, les liens d'affiliation aussi sont vraiment quelque chose, je pense qu'il faut vraiment commencer à mettre en place en ce moment, c'est-à-dire récompenser quelque part notre communauté, celle qui nous recommande alors, le principe du lien d'affiliation, c'est vraiment ça, c'est apporter rétribuer un membre qui nous recommande, en fait, sur une vente. Donc, c'est par exemple, vous avez un produit en vente sur votre site internet, quelqu'un vous dit tu peux commander en utilisant ce lien qui est mon lien. Donc en fait, on fournit à nos influenceurs, à nos partenaires, des liens qui sont traqués, et toutes les ventes qui sont générées grâce à ce lien vont permettre de rétribuer en pourcentage l'influenceur ou la personne qui a recommandé le lien. Donc ce principe est intéressant, parce que là, du coup, on transforme notre communauté, nos clients, en prescripteurs. Et on les rétribue de cette façon-là. Donc ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être mises en place, je pense même dans tout type d'entreprise, tout type d'activité, en fait. Je ne sais pas si je suis claire, s'il y a des petites questions à ce niveau-là. Alors, on a des petites questions de définition. Ouais. Alors, qu'est-ce que Google Ads, déjà?
Oui, alors Google Ads, c'est l'outil qui permet sur Google de faire du référencement payant, c'est-à-dire de sponsoriser des mots-clés. Donc de mieux référencer son site internet sur certaines expressions, certains mots-clés sur lesquels on a envie de ressortir. Et quand vous êtes sur internet, que vous faites une recherche, en haut de page, souvent vous avez des liens sponsorisés. Vous les voyez, écrits sponsorisés. Voilà. Et ces liens sponsorisés, ce sont des campagnes qui ont été faites par les marques sur la plateforme Google Ads, anciennement Google AdWords. Et une petite question également, communiquer avec les micro-influenceurs, ça veut dire leur donner la main sur nos comptes ou transmettre leurs infos? Ah oui, non, c'est pas donner la main sur leur compte. C'est-à-dire que les influenceurs ont leur propre communauté qui les suit parce que, en fait, elles aiment le contenu qu'ils proposent, le fait qu'eux donnent leur avis et partagent leur expérience sur différentes marques, différents produits. Et donc, c'est leur proposer, par exemple, à ces influenceurs de tester nos produits pour qu'eux puissent derrière faire un témoignage auprès de leur propre communauté. Ou nos services, ou leur demander, alors ça peut être tester des produits, tester des services, mais ça peut leur demander aussi d'intervenir lors d'un de nos événements, même dans une activité qui ne serait pas nécessairement B2C ou tellement grand public. Ça peut être typiquement un influenceur partenaire, ça peut être si vous êtes une entreprise je sais pas, de courtier en prêt immobilier, de faire intervenir un moment un expert, un consultant expert sur une thématique et de lui proposer en fait en partenariat, lui, de produire du contenu qui va vous intéresser, que vous allez relayer auprès de votre propre communauté, ou inversement, vous écrivez un article assez pointu sur quelque chose, ou vous faites réaliser une étude sur un sujet un peu technique, vous pouvez proposer ce contenu à des influenceurs. Des influenceurs, ça peut être aussi voilà, des blogueurs, des consultants, des gens qui ont une communauté sur les réseaux sociaux. En leur proposant leur contenu, eux, ils vont se l'approprier, c'est-à-dire qu'ils vont le partager en y apportant leur propre analyse, en y apportant leurs points positifs, leurs points négatifs. Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que même si après, derrière, vous perdez le contrôle de ce qui est dit sur votre contenu ou vos produits, etc. Mais ce qui est intéressant, c'est que du coup, l'influenceur va partager une expérience sincère. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'est plus tellement dans... et généralement, aujourd'hui, les influenceurs quand même refusent un peu de le faire dans ce qui se faisait il y a quelques années, qui était de payer un influenceur, un blogueur, etc., pour qu'ils disent du bien de vos produits ou de vos services. Et ça, ce sont des choses que les gens sur les réseaux sociaux ne veulent plus voir. Ok, c'est bon? Oui, c'est très bien, mais du coup, ça amène une seconde question et avoir un peu un bon conseil. Pour un établissement d'enseignement, quels pourraient être les micro-influenceurs? Pour un établissement d'enseignement? Donc, par exemple, un centre de formation? Oui, j'imagine. Oui, par exemple, oui. Donc, enfin, ouais, j'imagine que c'est ça, ou une école. Oui, oui, non, mais en effet, oui, je pense qu'en effet, c'est plutôt. Alors, je sais pas, comme ça, à chaud des idées, ça peut être pourquoi pas des anciens élèves qui auraient, je sais pas, qui auraient fait une carrière ou entrepreneur ou un parcours un peu atypique et qui aujourd'hui peuvent témoigner ou même intervenir lors de conférences, d'événements ou rédiger des articles pour le blog. Ça peut être ça, ça peut être des PDG d'entreprises qui peuvent, par exemple, produire du contenu ou animer une conférence sur un sujet spécifique. Enfin, si c'est vraiment, là, si on parle par exemple d'une école de commerce ou d'un centre de formation, ça pourrait être ce type de personnes. Ouais.
Merci Solène. Pas de souci. Alors, un peu un dernier point sur l'engagement que je voulais aborder, c'est de renforcer d'abord l'engagement de ses collaborateurs. Et c'est vrai que je pense que c'est presque un peu le point de départ au final. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément tendance à faire, d'essayer de travailler d'abord en interne en fait, hein, sur l'engagement de nos propres collaborateurs et de nos équipes. C'est important, selon moi, vraiment de faire en sorte que les équipes internes d'une entreprise, les collaborateurs, les salariés, en fait, soient eux-mêmes engagés auprès de la marque et contribuent à sa communication. D'une part, c'est important parce que ça permet auprès des collaborateurs chez eux de renforcer leur sentiment d'appartenance et l'adhésion aux valeurs de l'entreprise. C'est intéressant pour de valoriser les employés, les équipes, les savoir-faire en interne. Ça montre que l'entreprise est à l'écoute de ses salariés, que l'esprit d'entreprise est important, etc. Donc, c'est vraiment montrer les coulisses de l'entreprise. Et en plus, c'est intéressant parce qu'un collaborateur qui adhère aux valeurs de son entreprise, qui adhère à sa communication, va partager le contenu et du coup, c'est aussi gagner de la visibilité auprès de la communauté, des amis, etc., de nos collaborateurs en interne. Donc ça, c'est vraiment très intéressant quand on est une entreprise qui recrute, par exemple, aussi, de s'appuyer sur ses collaborateurs. Parce que avoir une entreprise qui communique et qui fait participer ses collaborateurs à sa communication, ça va aussi fortement développer l'image de marque et ça peut avoir des effets très positifs même sur le recrutement. Ça peut attirer des talents, etc. Donc, je pense que ce qui est important de faire, c'est d'abord de convaincre ses collaborateurs sur l'importance de communiquer et l'importance qu'eux puissent aussi contribuer, participer à cette communication. Il peut également être intéressant d'impliquer les collaborateurs dans la communication, c'est-à-dire de leur demander de produire du contenu ou de les impliquer dans la production de contenu. Ça peut être parce qu'ils acceptent de participer à une vidéo ou à témoigner en vidéo, ou parce qu'ils acceptent de rédiger un article sur leur métier qui va être publié sur un site internet, ou ça peut prendre différentes formes. Ce qui est très important de faire aussi, c'est de former les collaborateurs aux bonnes pratiques de communication de l'entreprise et leur donner peut-être des lignes directrices si eux souhaitent communiquer, ce qu'il est bien de faire et ce qu'il est bien de ne pas faire, et également les former sur comment se protéger eux-mêmes aussi sur les réseaux sociaux pour qu'eux soient vigilants sur le fait que justement ce qu'ils publient soit... Si c'est public, que ça soit public et que ça soit bien fait, ou que ça puisse rester privé, etc. Donc, je pense que c'est important aussi aujourd'hui que l'entreprise forme les collaborateurs sur comment bien communiquer sur les réseaux sociaux, d'autant plus si c'est communiquer au nom de l'entreprise ou pour l'entreprise. Et puis, valoriser les équipes, les savoir-faire en interne. Je pense qu'en plus, en ce moment, ça a encore plus de sens de le faire. Donc, c'est vrai que c'est pour moi un point important aussi. Travailler là-dessus. Pour vous donner un exemple concret, ça peut être une marque qui aurait 2 ou 3 points de vente. C'est important de former, par exemple, des responsables de magasins sur comment eux vont animer la communication sur leurs réseaux sociaux, comment est-ce qu'ils vont peut-être répondre à des avis positifs, négatifs. Il faut essayer de donner des lignes directrices claires pour essayer au maximum de maîtriser la communication sur les réseaux sociaux. Et pour conclure ma brève intervention sur l'engagement sur les réseaux sociaux, je pense que donc voilà, pour développer l'engagement, la partie la plus importante, c'est de créer du contenu attractif avec une très très forte valeur ajoutée. Et aujourd'hui, c'est presque un peu la difficulté parce que le contenu qui est attendu est on attend du contenu professionnel et de très grande qualité sur les réseaux sociaux, et c'est vrai que c'est un job à temps plein en fait. Donc c'est parfois la difficulté aussi quand on est une petite structure et qu'on veut avoir une communication efficace sur les réseaux sociaux, c'est combien de temps est-ce que je vais passer à produire du contenu sur mes réseaux sociaux et pour quel retour au final. Parce que c'est du temps qu'on passe pas à faire son vrai métier, concrètement.
Bah après, voilà, hein, quand on s'expose sur les réseaux sociaux, forcément, l'engagement, ça a des aspects très, très positifs, on l'a vu, mais bon, on s'expose aussi à construire une communauté qui va être instable aussi, qui est très demandeuse de contenu, qui peut parfois être insatisfaite, etc. Donc, c'est savoir gérer parfois ça, et ça demande aussi de se former à gérer parfois des communications un peu de crise. Les réseaux sociaux, c'est un outil indispensable aujourd'hui, je pense, mais c'est un outil parmi d'autres, selon moi. Donc, on ne peut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, et il y a plein d'autres outils en termes de communication, de marketing qu'il faut associer aux réseaux sociaux. Tout ce qui est fait, le travail, parce que c'est quand même, ça peut demander beaucoup de temps ou d'investissement. C'est aussi parce que ça demande du temps et de l'investissement, selon moi, qu'il est important de mettre en place des indicateurs précis, de bien mesurer les retombées de ce qui est fait sur les réseaux sociaux. Voilà pour la partie engagement. Merci beaucoup Solène pour votre présentation. On va juste prendre une dernière question avant de passer la parole à Stéphane. Comment fait-on pour trouver des influenceurs de qualité? Existe-t-il des plateformes? Alors, il existe des plateformes, oui, qui quelque part notent en fait les influenceurs selon justement la qualité de leur communauté, c'est-à-dire est-ce qu'on a une vraie communauté avec des gens qui ont un profil actif, est-ce que ces influenceurs ont une communauté qui est engagée, est-ce qu'eux-mêmes sont attentifs, etc. Après, la meilleure façon, ça reste d'être soi-même actif, d'aller observer ce qui se passe, qui communique, comment, et de faire une veille en fait permanence sur ces réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux, et d'identifier des influenceurs qui peuvent nous correspondre à nos produits, nos services, mais avant tout aux valeurs de l'entreprise. Merci Solène. Moi, on va passer la parole à Stéphane qui va donc nous parler des différents outils Instagram, Twitter et TikTok. Ouais. Bonjour à tous. Merci à Solène pour cette présentation très intéressante. Je ne regrette pas d'être venu. Donc, moi, je vais parler de choses un peu différentes. Alors, si j'arrive à activer, voilà, c'est bien. Qui sont complémentaires, je pense, avec un autre angle, en fait, puisque l'idée, c'était d'aller parler de réseaux sociaux. Alors, bon, on connaît tous Twitter et Instagram, mais l'idée, c'était de se servir de ces réseaux sociaux-là, dont on a aussi un petit peu parlé avec Solène, pour parler d'un nouveau réseau social qui suscite beaucoup de questionnements, et qui est TikTok. Donc, on va reparler de sujets dont on vient de parler, par exemple l'importance de l'algorithme, des choses comme ça. Mais je vais essayer de faire un petit tour de présentation pour ceux qui ne connaissent pas cet outil et qui ont envie de mieux le découvrir. Une petite présentation personnelle en introduction. Donc, je dirige l'agence Ozil Conseil qui est installée à Alès. Et en fait, nous sommes spécialisés aussi dans les réseaux sociaux et la création de contenu. Donc, en termes de réseaux sociaux, on fait à la fois du conseil stratégique, on fait aussi de la formation, mais pas beaucoup en ce moment, vous comprenez aisément pourquoi. On fait de la gestion externalisée, c'est-à-dire que nos clients nous confient parfois leurs réseaux sociaux justement dans une démarche où ils souhaitent avoir tout de suite une prestation qui a en résonance avec leurs attentes. Donc là, on a comme client beaucoup d'entreprises, pas mal de B2B aussi. On a aussi des réseaux, un petit peu des institutions, et donc et aussi quelques personnes qui sont en B2C. Nous travaillons pas mal dans l'événementiel, donc là aussi c'est un secteur qui est un petit peu à l'arrêt en ce moment. En tout cas, il y a comme on le fait en ce moment, les événements se passent beaucoup en visio. Et puis on a tout un pôle aussi de création de contenu, donc beaucoup de rédactionnel, rédaction de tribunes par exemple, aussi de livres blancs, et
et puis de la vidéo de plus en plus, puisqu'on travaille essentiellement là-dessus, sur les formats interview et les formats reportage. En complément, on a des marques qu'on a créées nous-mêmes, qui sont des marques qui ont fonctionnement de médias. Donc, une marque qui s'appelle Pour les patrons, avec un site qui s'appelle pourlespatrons.com, qui est un site de mise en avant de ce qui concerne l'expertise, en gros, de communication à destination des chefs d'entreprise. Et puis, on a créé la marque Oratera, qui, elle, est consacrée à la valorisation des territoires, avec une forte composante qui fait appel à la littérature, puisqu'on tourne beaucoup autour de ça dans nos posts. Et on le décline notamment sur ce qui concerne les Cévennes, avec des réseaux sociaux consacrés au paysage des Cévennes. Alors, pour revenir aux réseaux sociaux, je vais aller assez vite, mais on voit ici les chiffres que l'agence We Are Social réunit régulièrement. Donc là, cela date d'octobre. Et on voit que les 3 réseaux sociaux dont on va parler ont un nombre d'inscrits qui est totalement différent. Instagram a dépassé le milliard d'inscrits. TikTok est en dessous avec 689 millions, mais seulement TikTok, il y a quelques années, n'existait pas. Donc, ça reste quand même l'enfant prodige des réseaux sociaux, on va dire, en ce moment en tout cas, avec évidemment une audience chez les jeunes, hein, comme l'a dit Solène, moins de 25 ans. Et puis, on a Twitter qui, lui, plafonne depuis des années en dessous de 400 millions d'inscrits, mais par contre, avec une forte composante de décideurs, ce qui en fait quand même un réseau social très suivi encore. Donc, ce que je peux dire en introduction, alors Solène a bien parlé, a bien préparé le terrain par rapport à tout ce que je vais dire, mais quand vous réfléchissez, que vous soyez une grosse marque ou que vous soyez une personne qui se lance, une TPE, voire une PME, vous allez quand même devoir réfléchir aux mêmes aspects pour créer votre stratégie réseaux sociaux. Le premier, ça va être de travailler sur l'identité de votre marque, c'est-à-dire vous n'aurez intérêt à parler que ce qui fait chez vous votre différence. Donc, du coup, l'identité de marque va être très importante. Arriver à cerner quelles sont vos valeurs, quelle est votre valeur ajoutée par rapport à vos concurrents, etc. Donc, tout ça, c'est un travail qui demande un petit peu de recul pour arriver justement à se comparer, à essayer de trouver les angles, on parle souvent d'angles, avec lesquels aborder les sujets que vous allez aborder. Ensuite, le type de message que vous allez devoir faire passer. Là aussi, Solène en a parlé. Il faut un petit peu se mettre à la place des gens à qui vous adressez pour savoir ce qu'ils attendent d'une marque telle que vous. Parler directement du fait que vous faites ceci, vous vendez cela, etc. Les gens vont le prendre comme une forme de publicité. Ils ont l'habitude de la publicité et du coup, ça va rentrer par une oreille et sortir par l'autre, si vous me permettez l'expression. Par contre, réfléchir justement en relation avec l'identité de votre marque à ce qui va porter chez eux, les intéresser, ce qui quelque part vous différencie de vos concurrents, ça va être plus intéressant. Le choix des réseaux sociaux, je ne reviens pas dessus. En fonction de ce que vous allez dire et à qui vous allez en parler, vous n'allez forcément pas aller sur les mêmes réseaux sociaux. Vous n'allez pas travailler sur Facebook comme vous travaillez sur LinkedIn, Instagram ou TikTok, etc. Le ciblage de l'audience, ça va avec le choix du réseau. Ensuite, on choisit un contenu adapté. Et après, là aussi, on a beaucoup déjà parlé de l'algorithme. On va adapter le type de contenu, la façon dont on le poste, les à côté. C'est-à-dire qu'on va un tout petit peu en parler tout à l'heure, mais sur Instagram, ça va être par exemple le choix des hashtags aussi. La façon dont on décline un message via les stories, via ce que Instagram a mis en place récemment, c'est-à-dire les Reels, justement pour concurrencer TikTok. Donc, tout ça va venir après. Alors, dans un premier temps, on va parler de Twitter. Encore une fois, je vais vous parler de Twitter surtout pour donner une base de réflexion par rapport à ce qu'on dira à la fin sur TikTok, parce que ça montre de où on part. Twitter étant un des premiers réseaux sociaux créés, il a été créé en 2006.
pour voir où on arrive aujourd'hui et à quel moment de l'évolution des réseaux sociaux on est. Donc, c'est un réseau social, vous le savez, de microblogging, c'est-à-dire que pendant longtemps, il n'y a eu que 140 caractères possibles à disposition pour ceux qui écrivaient dessus. Depuis quelques temps, c'est-à-dire en 2017, il y a maintenant 4 ans, c'est passé à 280. Donc, il y a la possibilité d'écrire un peu plus. Et c'est un réseau social qui a la particularité d'avoir des publications assez éphémères. C'est-à-dire que, en gros, on estime que la durée de vie d'un tweet moyenne, c'est à peu près 20 minutes, hors interaction, évidemment. Et donc, ce qui fait que c'est un réseau social, c'est un flux qui tombe sur une timeline et qui permet, en fonction des gens que l'on suit, donc il y a sur Twitter l'importance de la stratégie d'abonnement qui va être primordiale, qui permet en fait d'avoir des gens qui, 24 heures sur 24, vous apportent des informations sur les sujets qui vous intéressent. D'accord ? Donc, c'est un peu comme si vous aviez une émission, si je prends l'exemple de la télévision, c'est un peu comme si vous avez une émission de débat, d'information en temps réel. Et d'ailleurs, les personnes qui sont en priorité inscrites sur Twitter et qui sont très actives sont surtout les journalistes, les décideurs et les institutions. Donc, ils vont se servir de Twitter comme, on va dire, une mini-agence de presse. Et puis, vous avez aussi les gens et les entreprises qui font ce qu'on appelle leur veille sur Twitter, c'est-à-dire que justement, comme je disais, ils vont aller chercher des informations en temps réel sur leur domaine d'expertise. Et puis, vous avez les personnes qui tout simplement sont là pour partager ces informations, pour les recueillir. Des personnes qui vont être… Alors, Twitter est aussi connu pour la virulence de ces débats, notamment avec des comptes pseudonymes, donc des gens qui interagissent sous une autre identité que leur vraie pour pouvoir justement, entre guillemets, se lâcher et attaquer sans limite des personnes ou des personnalités qui ne leur conviennent pas. Donc, Twitter, c'est tout ça. Mais l'arme fatale de Twitter, ça va être le retweet, qui permet à un temps record, pour un contenu qui justement va trouver son audience tout de suite, c'est-à-dire soit qui diffuse une information, soit qui va toucher les gens, soit qui va leur plaire, soit qui va les faire rire, etc. Et donc, ces gens-là, qui eux-mêmes ont chacun leur communauté, ont chacun leurs abonnés, vont en un clic pouvoir faire circuler le tweet en question, qui, comme il est très court, est lu très vite. Comme il est lu très vite, eh bien, il circule encore plus vite parce qu'on va encore plus vite décider de le retweeter. Et donc, ça permet de faire circuler des informations comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Donc, Twitter, à ce niveau-là, est un réseau social qui, comme je le disais, faisait partie des tout premiers réseaux sociaux et qui donc a avant tout construit la notoriété et l'influence de ses principaux intervenants sur une notoriété qui était déjà préexistante. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, beaucoup sur Twitter, on a très peu vu, si j'essaie de dire ça d'une autre manière, on a très peu vu surgir des influenceurs sur Twitter. C'est surtout des personnes qui étaient déjà connues avant, des chaînes TV, des journalistes, etc., qui se sont emparés de Twitter, qui ont capitalisé sur leur notoriété existante pour derrière prendre la parole via un autre média et surfer sur cette notoriété pour asseoir un peu plus leur influence en temps réel. Par exemple, on a beaucoup de journalistes qui se servent de Twitter pour raconter un peu les coulisses de leur tournage, etc., alors qu'ils ne vont intervenir sous une forme professionnelle qu'à l'antenne lorsqu'ils sont à la télévision ou à la radio. Voilà, donc Twitter, c'est un peu ça. Alors pourquoi c'est intéressant ? Parce que justement, voilà, c'est un fonctionnement qui fait très peu appel à un algorithme. Twitter a mis en place un algorithme il y a quelques années maintenant qui change les choses parce qu'avant, chaque fois que vous publiiez un tweet, il était vu par l'ensemble de vos abonnés, potentiellement en tout cas. Maintenant, Twitter a transformé ça avec un algorithme parce que Twitter est toujours un complexe
d'infériorité, c'est mon avis, vis-à-vis de Facebook, par exemple, notamment par rapport au fait que tous les deux sont des réseaux sociaux qui sont en bourse. Et Twitter, n'ayant pas le même modèle économique que Facebook, n'a pas rencontré le succès de Facebook en bourse. Et donc, a couru un peu après ce déficit, ce qui pensait être un déficit. Moi, je pense qu'au contraire, Twitter avait un potentiel beaucoup plus grand sous sa forme première et que l'algorithme a peut-être un peu modifié la valeur première de Twitter. Mais en tout cas, voilà, ça reste un réseau social très utilisé pour ça. Alors, pourquoi c'est intéressant? Justement parce que quand on le compare à un réseau social autre, on verra que c'est très différent. Donc, Twitter va servir aux marques justement à rentrer un petit peu dans cette actualité qui s'y exprime en temps réel. Les marques vont pouvoir créer du contenu du coup assez court qui va être en phase avec les conversations et du contenu qui va vouloir être viral. Souvent, les marques les plus importantes, donc là je vais rester sur des marques B2C, je ne vais pas être long pour pouvoir parler du reste après, mais ces marques vont essayer souvent de percer, comme on dit maintenant justement grâce à TikTok, via du contenu drôle, original et qui toujours est stratégique. C'est-à-dire que toujours on essaie de croiser, y compris l'humour dont on fait preuve, avec les valeurs de la marque, les produits de la marque, la valeur ajoutée de la marque. En gros, si vous voulez, là, si je reviens à ma métaphore sur l'émission de TV, vous savez, ceux qui sont de ma génération ont connu ces émissions où il y avait, par exemple, des débats, des interviews, et puis il y avait toujours un sniper, donc souvent c'était Laurent Baffy ou autre, qui, à un moment donné, lâchait une vanne, et que cette vanne faisait rire tout le monde. Elle allégeait un peu l'atmosphère, surtout lorsqu'il y avait des débats un peu lourds. Et ça détendait tout le monde. Mais en fait, les marques vont beaucoup faire ça sur Twitter. En tout cas, celles qui ont pignon sur rue, elles vont surfer justement sur leur notoriété pour arriver à mettre en ligne le bon mot au bon moment et ça va se répandre comme une traînée de poudre et ça va leur permettre d'avoir une visibilité inespérée dans le contexte en question. Donc, je vous ai pris quelques exemples pour voir ça. Donc, un, en fait, qui est tout simple, c'est une personne que pas grand monde, en tout cas moi, je ne connaissais pas, qui est sous un pseudonyme et qui, en fait, fait une blague un peu potache concernant Decathlon, concernant le fait que certaines personnes achètent des cravaches sans avoir un cheval garé sur le parking. Decathlon va répondre sur un ton sérieux, demi-sérieux, on va dire, pour dire qu'en fait, ils ont remarqué qu'effectivement, ce type d'achat correspondait beaucoup à la sortie du film 50 nuances plus sombres. Et ils vont préciser que ce n'est pas une vanne. Et là, vous avez Leroy Merlin qui répond à Decathlon. Donc là, vous avez, vous savez, une espèce de club des grosses marques qui se met en place où en fait chacun reconnaît l'autre comme un vis-à-vis, on se répond, etc. Donc vous avez une conversation qui se met en place comme ça. Et Leroy Merlin poursuit en faisant eux-mêmes une blague avec une fausse naïveté pour dire que pourtant, eux, à la sortie du film Thor, ils n'ont pas remarqué de vente particulière. Donc, hop, en faisant ça, tout de suite, c'est repris. Donc, ça arrive auprès de personnes qui sont là, peut-être certaines pour se détendre, mais d'autres qui suivent des marques plus dans une forme de relation client, etc. Et là, on a une humanisation évidente de la marque, c'est-à-dire une marque qui jusqu'à présent, quand je dis jusqu'à présent, c'est-à-dire jusqu'à ce que les réseaux sociaux apparaissent, était quelque chose de déshumanisé, était un support marketing, on va dire. Et là, d'un coup, la marque s'humanise, elle a de l'humour, elle a la parole et elle interagit, elle est en phase avec l'actualité, etc. Donc là, on a une vraie valeur ajoutée que les réseaux sociaux, et notamment par exemple Twitter, a pu apporter sur ce type de choses. Un autre exemple, c'est celui que Twitter a lancé, c'est-à-dire à la fin de l'année 2020, qui, vous le savez, était une année quand même un peu particulière dans l'histoire de l'humanité contemporaine. Eh bien, Twitter a demandé aux plus grandes marques du monde de définir en un mot l'année 2020. Donc, en fait, ça a été un peu un challenge où là aussi, il fallait créer un contenu adapté.
Donc, le navigateur de Microsoft, Microsoft Edge, a écrit 404. Donc, 404, vous savez, c'est le code qui s'affiche sur les pages de navigateur lorsque la page ne peut pas s'afficher à cause d'un accident de code. Et puis, vous avez Lego qui a juste posté Ouch avec l'emoji pied et avec un visuel de Lego. Donc, tous ceux qui ont déjà marché sur un Lego pieds nus le matin comprennent de quoi il s'agit à ce niveau-là. Et la petite douleur qui est une allégorie de ce que nous avons tous traversé l'année dernière. Un dernier exemple, c'est Burger King. Alors là, c'est une autre forme. Donc Burger King, j'en dis peut-être un mot, c'est une agence que personnellement, j'admire beaucoup pour son travail de créativité qui s'appelle l'agence Buzzman, qui est à Paris, qui travaille pour Burger King, mais aussi pour d'autres grandes marques. Et donc, ils ont pris la parole en août là, sur un tweet pour dire on a une solution pour notre aimable clientèle qui ne souhaite pas porter de masque comme chez nous, ne venez pas. Donc là, vous avez une marque qui est connue, enfin, Buzzman est souvent connue pour prendre à revers ce qu'on attend d'elle. Vous savez, pour désarçonner un peu les repères qu'on a. Par exemple, c'est eux, via Burger King, qui ont incité leurs clients à aller chez McDo par solidarité par rapport à ce qui s'est passé, les commerces non essentiels, etc. Donc, dans le but de marquer les esprits en prenant position pour l'ensemble de leur filière, ils ont décidé de faire ça. Et là, récemment, ça date d'aujourd'hui, je crois, aujourd'hui, ils mettent en place, alors j'ai aucune action chez Burger King, hein. J'y vais même pas très souvent. Mais disons, je trouve que c'est intelligent pour soutenir la filière agricole. À partir d'aujourd'hui, pour toute personne qui achète, je crois, un hamburger au drive, puisqu'il n'y a que les drives qui sont ouverts, eh bien, ils offrent 1 kilo de pommes de terre à chaque personne. Donc, ils ont acheté 200 tonnes de pommes de terre en plus par rapport à ce dont ils avaient besoin pour soutenir leur filière. Vous voyez, donc, en fait, c'est une marque qui est très créative là-dessus. Dans la façon dont ils veulent réinventer la relation client, et notamment via les réseaux sociaux, en prenant des positions un petit peu radicales parfois pour marquer les esprits et pour incarner, là encore, une marque qui a des valeurs, qui ne transige pas, etc. Voilà, en gros, là-dessus. Donc ça nous permet d'arriver à un autre réseau social dont justement l'exemple de Twitter va nous permettre de mesurer la différence et l'innovation, en tout cas l'innovation en perpétuelle évolution. Il s'agit d'Instagram. Donc, Instagram, vous connaissez tous, créé en 2010, une des premières applications, un des premiers réseaux sociaux créés sous forme d'application smartphone. Twitter et Facebook, LinkedIn, par exemple, existaient en forme desktop avant. Racheté en 2012 par Facebook. Un algorithme dont Solène a très bien expliqué, c'était très intéressant le fonctionnement tout à l'heure. Des stories depuis 2016. Alors donc, il faut savoir juste que Facebook a fait d'Instagram son arme de guerre pour partir à l'assaut de tous les réseaux sociaux nouveaux qui se lancent. Donc, quand Snapchat est venu chatouiller Instagram concernant l'audience des jeunes, hop, Facebook lui a piqué l'idée. Facebook a essayé de racheter Snapchat, Snapchat a refusé, et Facebook, du coup, a lancé ses propres stories. Quand TikTok s'est lancé et a eu cette croissance fulgurante qui est encore en cours, Facebook a lancé ce qu'on appelle les Reels, c'est-à-dire l'équivalent de TikTok en option intégrée dans Instagram. Donc, voilà pour Instagram. Donc, Instagram, je vais passer assez vite parce qu'on a déjà vu ça avec Solène en détail. Ça va servir beaucoup à développer son audience. On va chercher à obtenir plus de likes. Il y a beaucoup dans Instagram, si on compare, donc évidemment, la principale différence par rapport à Twitter, c'est que Twitter, le rédactionnel va beaucoup compter. D'ailleurs, les exemples que je vous ai montrés, c'est avant tout des mots. La plupart du temps, sans visuel pour illustrer. Sur Instagram, par contre, le visuel est la base de la communication et les mots, éventuellement, vont venir servir l'image qui est postée. Donc, comme l'a expliqué Solène, je ne reviens pas dessus ou très vite. Voilà.
Sur Instagram, on va essayer avant tout de poster le visuel stratégique en fonction de ce qu'on a à vendre en termes d'image, pas forcément en termes de produits, mais déjà en termes d'image. Donc, il va falloir, on va le revoir tout à l'heure, mais il va falloir certainement travailler beaucoup l'aspect technique. Vous savez, Instagram, c'est le réseau social par excellence du contenu léché. C'est très vite associé à Photoshop parce qu'on va faire des photos qu'on veut être parfaites. Et je précise tout ça parce que justement, TikTok va venir prendre le contre-pied de ça. Et ensuite, on va décliner ce contenu dans des stories qui, elles, vont permettre d'aller beaucoup plus vers l'interaction, vers la fidélisation. Donc, les stories vont être des contenus éphémères qui vont être en format vertical, vous savez, qu'on va trouver en haut d'Instagram. Et quand je dis éphémère, c'est-à-dire qu'elle ne reste en ligne que 24 heures. Et on va avoir beaucoup d'outils de personnalisation avec des effets, avec la possibilité de poser des questions, de partager d'autres publications, etc. Et enfin, Reels va venir, donc ça c'est beaucoup plus récent, va venir permettre de travailler aussi sur l'algorithme avec des vidéos qui vont avoir vocation à être virales. Donc des exemples d'Instagram. Donc, par exemple, un exemple à gauche d'une publication qu'on a faite récemment sur Seven by Oraterra avec voilà, une photo du Mont Aigoual. Donc, on prend, l'idée, c'est toujours de permettre aux gens de s'approprier pour interagir. Donc, on prend un lieu qui est emblématique des Cévennes et forcément, on essaie de créer cet effet wow, c'est-à-dire de prendre quelque chose qui va interpeller les gens, qui va leur permettre à la fois de s'approprier le contenu, mais en même temps de le voir sous un angle que peut-être ils découvrent. Et donc, c'est tout ça qui va créer l'envie d'interagir, l'envie éventuellement de s'abonner si ce n'est pas déjà le cas, et en tout cas qui va faire que la marque que l'on représente va les toucher. Même chose avec le château de Versailles, vous voyez, le château de Versailles qui va mettre en ligne une photo sous la neige pour justement montrer le château sous un angle un peu différent par rapport à ce que les gens connaissent, avec en plus une vue de drone. Et cette vue de drone est forcément un angle que peu de personnes ont vu, sauf s'ils ont survolé le château de Versailles en hélicoptère, mais il y a quand même peu de gens à qui cela a été possible. Les marques, elles, vont aussi surfer là-dessus. Donc, vous voyez, McDo va créer… Donc, là, je vous ai mis deux contenus un peu plus créatifs. Avant, c'était un peu plus contemplatif. Là, on a McDo qui va surfer sur le fait qu'il neigeait à Paris récemment pour récupérer ça du point de vue de sa marque. À côté, une autre marque de champagne et de vin qui, elle, va aussi créer un contenu personnalisé, très créatif aussi, très épuré, une volonté, vous voyez, de tout de suite, il y a un écho par rapport au monde du luxe, etc., avec des bouchons, des capsules de bouchons de champagne. Donc là aussi, un effort créatif évident. Vous voyez bien la façon dont le contenu va être très sérieux, très épuré, très sophistiqué. Là, c'est l'univers Instagram pour les marques. Pareil pour Airbus. Même Airbus, vous voyez, qui va parler, qui va être sur les réseaux sociaux. Et là, en fait, ils présentent une nouvelle format d'aile pour leurs avions. Donc, vous voyez, là, c'est pareil. On va chercher le contre-jour face au soleil qui caresse l'aile de l'avion et apparaît pas en transparence, mais en tout cas en dégradé derrière. Donc, on va prendre en photo une partie de l'objet pour justement mettre en valeur le design. Enfin, voilà, toujours du contenu léché. C'est l'aspect visuel et esthétique qui va être primordial et qui va faire que Instagram va être le bon média. Même chose pour la politique avec ici Emmanuel Macron, dont on va mettre une photo toujours avec les couleurs, les valeurs, les personnes, très symétriques, pas du tout décalé, très institutionnel. Donc tout ça, ça correspond encore, concernant Instagram, malgré tout, au schéma des réseaux sociaux tels qu'on les connaissait jusqu'à présent depuis la création des réseaux sociaux. Du coup, très très vite, la ligne éditoriale sur Instagram, ça va être déjà d'analyser le potentiel visuel de votre marque ou de votre produit.
C'est-à-dire, en gros, selon ce que je fais, où est-ce que je vais trouver, qu'est-ce que je vais pouvoir représenter sous forme de visuel, ou sur quoi je vais pouvoir travailler. Ensuite, on travaille sur la qualité technique, la qualité de l'appareil photo, la qualité des retouches, la qualité créative aussi, artistique, du visuel. Trouver les hashtags et la géolocalisation adaptée, surtout les hashtags. Les hashtags, on n'en a pas parlé, mais on en parlera peut-être dans les questions, vont permettre justement d'aller chercher une audience qui ne vous connaît pas encore. Je ne reviens pas sur la régularité des publications, la question a été posée. Et enfin, viennent les stories et la possibilité de faire aussi des reels. Tout ceci, je suis désolé, je cavale un peu, mais c'est pour avoir le temps de parler 5 minutes de TikTok. Nous amène à TikTok, donc un réseau social qui a été créé récemment, c'est le plus récent de ce dont on parle, en Chine en 2016, à l'époque sous un autre nom, le nom de Douyin. Il s'agit d'un réseau social qui permet de partager des vidéos de courte durée. Le plus souvent, c'est des formats de 15 secondes, mais on peut aller jusqu'à 60. Et surtout, si vous voulez, TikTok, c'est un mini logiciel de montage vidéo qui permet à la fois de caler des vidéos courtes sur de la musique, mais aussi d'ajouter des effets, des filtres, etc. Donc, c'est un outil de montage et, comme on l'a dit, c'est un algorithme très puissant, c'est-à-dire que, contrairement à tous les réseaux sociaux que vous connaissiez avant TikTok, qui, eux, fonctionnaient systématiquement sur une base de notoriété acquise ou préexistante, où en fait, c'est parce que vous aviez un certain nombre d'abonnés que vos vidéos, vos photos commençaient à être très connues et très likées. TikTok permet, dès la première vidéo, d'atteindre potentiellement des millions de vues. Tout ça pourquoi? Grâce à un algorithme exceptionnel. Cet algorithme, voici son fonctionnement. Il a été fait par une agence qui s'appelle Vid. C'est-à-dire que vous allez poster une vidéo, encore une fois, même si vous avez 0 abonné et que c'est votre première vidéo. Cette vidéo va être analysée par TikTok. Donc là, on est sur le fonctionnement de l'algorithme des réseaux sociaux traditionnels et va être envoyée vers une base de 500 premières personnes. Ces 500 personnes vont interagir ou pas avec la vidéo TikTok. Il va y avoir un bilan fait par l'intelligence artificielle, par l'algorithme, et selon les résultats de ce bilan, positif ou non, ça va repartir vers un autre panel d'audience et suivre le même chemin jusqu'à éventuellement atteindre des milliers, voire des millions de vues, ou alors, si à un moment donné ça s'essouffle, eh bien, hop, la publication devient éphémère et sombre dans l'oubli de votre profil TikTok, où vous pouvez, vous, le retrouver, et d'autres le retrouver aussi avec des mots-clés éventuellement, mais en tout cas, l'algorithme ne le pousse plus. Concernant cet algorithme de TikTok, quels sont les critères qu'il utilise? Alors, le premier critère, donc là, quand je mets 1, 2, 3, 4, 5, c'est vraiment par ordre hiérarchique. C'est-à-dire que d'abord, TikTok va regarder le taux de revisionnage et de complétion. Ce que j'appelle le taux de revisionnage, c'est la façon dont les gens… TikTok, vous savez, c'est un flux. Donc, vous avez une vidéo qui arrive et une fois qu'elle est passée, vous scrollez. Alors, si vous laissez la vidéo, elle recommence à 0 dès qu'elle est terminée. Sinon, vous scrollez vers le haut et vous avez une autre vidéo qui arrive, etc., etc. Donc, les gens qui regardent une vidéo plusieurs fois parce que le contenu est intéressant, particulièrement intéressant, TikTok le prend tout de suite en compte dans son algorithme. Deuxième critère, le taux de complétion, c'est-à-dire le fait que vous avez regardé la vidéo en entier. Si vous scrollez avant la fin, à ce moment-là, TikTok l'enregistre aussi et pour son algorithme, ça veut dire que la vidéo et le contenu est de qualité moyenne. Et donc, ça va jouer. Donc, du coup, vous avez des gens qui vous mettent des petits mots, parce qu'on peut rajouter du texte aussi sur les vidéos, qui vous mettent des petits mots pour dire « regardez jusqu'à la fin, vous allez voir ce qui allait se passer ». Vous voyez, ce genre de choses pour essayer de doper leur algorithme. Les partages vont rentrer aussi en ligne de compte. Ensuite, les commentaires et enfin, les likes. Donc, vous voyez, on a déjà là un comportement presque symétrique par rapport aux réseaux sociaux traditionnels. Quels vont être les types de contenus qui vont être postés? Vous avez beaucoup de… Donc, c'est un public jeune, hein, on dit moins de 25 ans, mais en fait, la moyenne, on va dire, c'est entre 15 et 20 ans.
Donc, vous allez avoir beaucoup de chorégraphie. La musique est au centre de TikTok. Donc, c'est la musique qui donne, qui donne le là, j'allais dire, mais disons, les chorégraphies, ça va être très important. Vous allez avoir beaucoup de sketchs, de blagues, de challenges. Vous allez avoir aussi quelques tutoriels. Il y a beaucoup de gens qui font des recettes de cuisine sur TikTok et c'est assez efficace. Ce n'est pas les profils qui ont le moins d'audience. Vous avez des performances sportives, beaucoup avec les GoPro, les drones, etc. Vous avez les paysages aussi qui tirent leur épingle du jeu. Nous, on y est par exemple sur Oraterra. Vous avez les partages d'expérience. Donc, ce que j'appelle partage d'expérience, c'est des jeunes filles ou des jeunes garçons qui, en fait, face caméra, expliquent parfois juste avec des phrases et sans parler, une expérience douloureuse ou pas. Enfin, voilà, TikTok sert aussi d'exutoire parfois à des expériences privées, à des coming out, à des choses comme ça. Et puis, vous avez tout aussi un panel, alors c'est non exhaustif ce liste, hein, c'est juste pour vous donner une idée. Vous avez aussi tout un panel de vidéos un peu insolites sur des gens qui ont capté des scènes bizarres dans la rue et qui les postent sur TikTok comme ça et qui font de l'audience avec. Donc, quelles sont les marques qui vont se servir de TikTok? Alors là, justement, c'est très, très intéressant parce que toutes ces marques sont en train d'apprivoiser TikTok. Personne ne connaît encore bien TikTok. Donc, on assiste en ce moment à la façon dont les marques, même les plus connues, essaient d'apprivoiser l'outil, de se l'approprier et tâtonnent. Donc, en fait, on voit des marques qui ont l'habitude de faire des millions de vues dès les premières vidéos, qui là en font 50 et qui du coup derrière essaient autre chose qui serait éventuellement plus performant, etc. Donc, c'est un côté très intéressant pour les gens qui font notre métier. Donc, les médias, ils sont dessus. Les territoires commencent aussi à y aller, les stations de ski, les villes, etc. Par exemple, récemment, il y a la métropole Montpellier qui s'est mise sur TikTok. Les hommes politiques, certains, je sais que Jean-Luc Mélenchon y est au niveau national, Emmanuel Macron, il y en a quelques autres qui se risquent. Mais voilà, pour les raisons qu'on vient de dire, c'est quand même des codes assez particuliers. Donc, on ne peut pas faire du contenu comme sur Instagram ou comme sur Facebook, sur TikTok. La culture y est aussi. Évidemment, toutes les marques qui vont être en B2C et qui vont avoir besoin, enfin, qui vont avoir des consommateurs jeunes, donc les marques de vêtements, les marques de sport, l'agroalimentaire, etc. Là aussi, c'est non exhaustif. Donc, en gros, ce qu'il faut prendre en compte quand on va sur TikTok, c'est déjà de tout baser sur la musique au départ. Si vous mettez une vidéo un peu créative, mais dont la musique est décalée par rapport au monde, entre guillemets, de TikTok, au code de TikTok, ça ne va pas marcher. Le fait de relever des challenges via sa marque, un petit peu ce que je racontais sur Twitter par rapport au fait, vous savez, de croiser l'actualité à un moment donné, eh bien, certaines marques le font aussi via les challenges qui sont postés. Forcément, vu qu'il faut être créatif et connaître l'outil, on va passer aussi par des influenceurs, c'est-à-dire des personnes qui ont l'habitude qui connaissent très bien TikTok, qui se sont très bien appropriés dès le départ l'outil, qui n'étaient pas du tout connus avant, qui sont souvent des gens, j'allais dire, comme vous et moi, enfin, comme moi avec 30 ans de moins, mais voilà, et qui en fait ont su justement, dès le départ, marquer de leur griffe leur contenu. Donc, ces gens-là, forcément, sont des recours pour les marques parce que c'est difficile d'avoir en interne quelqu'un qui sait percer sur TikTok spontanément. Et enfin, l'aspect scénaristique et créatif, encore une fois, va être primordial. Il ne s'agit pas de faire juste un visuel, il s'agit vraiment de créer un contenu de toute pièce. Alors, pour terminer, je vous ai mis quelques exemples que j'ai téléchargés. Donc là, le premier, ça sera ma conclusion, hein. Le premier, c'est le Washington Post. La façon dont le Washington Post s'approprie l'actualité via TikTok. Donc, un journal, pour ceux qui connaissent Washington Post, s'il est un journal sérieux, c'est bien le Washington Post aux États-Unis, vous voyez. Et là, en fait, ils vont sur TikTok prendre l'actualité sous une forme totalement différente. Donc là, vous avez la personne qui est chargée de TikTok, c'est toujours la même, qui fait un sketch où il représente Joe Biden qui arrive à la Maison-Blanche et qui découvre un bouton qui est donc le bouton de service de Coca-Cola Light de Trump, puisque Trump était connu pour aimer le Coca-Cola Light. Donc, je vais essayer de le lancer. J'espère que ça marchera et que le son marchera aussi, vous me direz. All right, let's get to work. What does this button do?
Okay, let's get rid of the button. Whoa, whoa, whoa. Leave the Diet Coke. Voilà, donc vous avez, vous voyez, c'est ce type. Donc là, un scénario, un fond vert, la Maison Blanche, on tourne un peu en dérision les choses, mais en même temps, on traite un événement réel sous un angle décalé. Donc là, on arrive à trouver potentiellement son audience. Le Washington Post, il commence à s'en tirer maintenant sur TikTok, mais ils ont bien galéré au début. Hein. Au début, c'était tous les jours, ils essayaient tous les jours de faire un contenu et des fois, ça faisait un beat complet, mais voilà, ils ont persévéré et ils se sont appropriés l'outil petit à petit. L'autre, c'est Dior, donc style totalement différent, la marque Dior qu'on connaît. Donc, il y a des moyens illimités en termes de création de contenu. Donc, tout va bien. Eux, pour faire un TikTok, ils peuvent prendre le budget d'un film de Spielberg. Donc, ça se sent forcément dans le type de contenu qu'ils créent. Là, ils créent un contenu pour mettre en avant leur marque avec tous les repères cinématographiques d'une série bien connue, Game of Thrones. Et en fait, du coup, ils recréent un peu cette atmosphère pour toucher une audience plus jeune et trouver un écho. All right. Attendez, alors là, je n'ai pas cliqué sur le bon. Voilà. Voilà, donc vous avez là le truc. Alors ensuite, les deux derniers exemples. Donc un exemple que nous, on a fait sur Oratera, c'est un exemple tout simple, c'est-à-dire que là, par contre, nous, on a pris une vidéo d'un paysage qu'on connaissait et on l'a juste mise, on a fait un peu, toute proportion gardée, hein, pardonnez-moi le parallèle, mais un peu ce que vient de faire Dior, c'est-à-dire que nous, on a pris la musique du Hobbit ou de Seigneur des Anneaux, et on a mis notre visuel dessus. Donc, du coup, ça crée aussi une espèce d'association dans l'esprit des internautes. Voilà. Et enfin, dernier exemple, c'est tout simplement un autre territoire qui est aux États-Unis qui s'appelle l'Oregon, pour vous montrer juste la façon dont les territoires travaillent. Donc là aussi, c'est souvent de la vidéo. Voilà, tout simplement. Voilà, donc pardonnez-moi d'avoir cavalé un petit peu, mais je voulais juste arriver au bout. Donc, s'il y a encore le temps d'avoir des questions, je vous écoute. Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation très intéressante. Ravi d'en savoir un peu plus sur TikTok. C'est encore un peu mystérieux pour nous, donc c'est super. Et du coup, j'ai une petite question donc, qui est assez générale. Par quoi commencer quand on est en création d'entreprise sur un projet innovant et à quel moment? J'imagine par quoi commencer en termes de réseaux sociaux. Hein. D'accord. Alors, je ne crois pas trop me tromper. Je suis même sûr de ne pas me tromper en disant que qu'on soit en B2C ou en B2B, au départ d'une aventure entrepreneuriale, on a de toute manière besoin de mobiliser son réseau, d'être crédible. Donc, ça va être d'abord le profil LinkedIn qui va être important. Ensuite, donc le profil, ne pas confondre avec la page, qui, elle, est au service d'une marque déjà. Et d'une marque, la plupart du temps, B2B, ou en tout cas, qui a une dimension B2B. Donc, B2B, c'est-à-dire on travaille avec d'autres professionnels. B2C, c'est on vend directement au consommateur final, donc type commerçant, etc. Donc, du coup, le profil LinkedIn va être la base au début parce qu'on va pouvoir gérer déjà son réseau et sa carrière. Ensuite, vient le moment, je reviens, si vous voulez, à ce que je disais tout à l'heure, le moment où on va devoir réfléchir qui on est, à qui on vend et qu'est-ce qu'on doit leur dire pour vendre. Et donc là, on va travailler là-dessus, c'est l'étape stratégie. Et ensuite, en fonction de ça, on va choisir les réseaux sociaux qui vont aller bien. Si on est un commerçant qui vend des bijoux ou des choses très visuelles, forcément, on fera. Enfin, Instagram, à l'heure actuelle, c'est certainement le meilleur rapport temps passé et efficacité d'audience. Si on est une marque un peu plus qui va travailler sur des différentes audiences en termes d'âge, par exemple, on fera difficilement l'économie de Facebook aussi, parce que Facebook reste le réseau social
où il y a le plus d'inscrits. Donc, on va devoir aussi travailler là-dessus. Si on vend plutôt en B2B avec d'autres marques, par exemple dans l'industrie, la page LinkedIn, là aussi, va être quelque chose d'important. Vous voyez, donc en fait, ce travail, on va le faire. Comme le disait très bien Solène tout à l'heure aussi, il y a la dimension des ressources que l'on a. Si on a une personne à temps plein pour faire sa communication, on va pouvoir aller sur plus de réseaux sociaux en même temps que si on est soi-même obligé de la faire tous les matins avant d'aller au travail ou tous les soirs en revenant. Forcément, on va aller à l'essentiel si jamais on gère soi-même ça. Vous voyez, donc il y a tous ces… Voilà. Ensuite, il y a le type de contenu aussi. Si la personne qui pose la question est passionnée de photos, qu'elle a un réflexe chez elle et qu'elle sait faire elle-même des retouches, c'est très intéressant de travailler sur des réseaux sociaux très visuels parce qu'elle va pouvoir créer son contenu. Si par contre, elle est obligée de déléguer ça à quelqu'un, ça va vite coûter cher. Donc, est-ce qu'elle a intérêt à aller là? Si par contre, elle est très forte en rédactionnel, il y a aussi d'autres choses qui vont être intéressantes. Par exemple, le fait d'écrire des articles sur LinkedIn. Parce que LinkedIn a un outil de rédaction d'articles pour pouvoir gérer son expertise via ce biais. Vous voyez, donc en fait, on ne peut pas donner comme ça un kit. Il faut voir le projet, il faut voir à qui on s'adresse, il faut voir dans quel contexte. Ce que font les concurrents aussi va être important. Parce que sur les réseaux sociaux, on va d'autant plus être efficace que l'on va se démarquer de ce qui se fait déjà. On va pouvoir creuser son originalité, creuser sa différence. Merci Stéphane. Et du coup, a priori, pas d'autres questions. Donc, désolée pour les 10 minutes de retard. Merci à vous deux. Je crois qu'il y avait juste encore une question sur l'utilisation de TikTok. Il y avait une question de Jean-Nicolas qui demande comment faire si le thème dominant de mon projet est blacklisté pour l'instant par TikTok, un projet autour de l'alcool notamment. Eh bien, si c'est blacklisté, alors il y a la possibilité, c'est étonnant parce que l'alcool est très présent sur TikTok. J'en souris, mais c'est peut-être pas une bonne nouvelle non plus. Mais disons, donc voilà. Après, peut-être c'est le fait de faire des publicités sponsorisées qui est interdit. Après, il y a cette manière de tourner autour du pot, c'est-à-dire sans jeu de mots, c'est-à-dire en fait de pouvoir aborder là encore peut-être la dimension connotative de la marque en faisant des scénarios autour de ça, puisque TikTok étant le réseau social le plus créatif à mon avis, en tout cas qui valorise le plus la créativité. En fait, ça doit être possible, je pense, de faire des choses. Il faut voir. Après, ça dépend quel type d'alcool aussi. C'est sûr que si c'est une marque de vodka, c'est pas pareil que le vin en termes d'image de marque. Donc voilà, il y a tout ça à voir. Mais bon, c'est sûr que si après l'algorithme arrive à lire et à décider de blacklister, ça sera systématiquement difficile, notamment par rapport à la biographie qu'on sera obligé de mettre en place. Très bien. Merci beaucoup. Avec plaisir. On a fait le tour et on est un petit peu dépassé le timing. Mais en tout cas, voilà, Solène et Stéphane, encore merci beaucoup pour votre intervention, pour la qualité des informations transmises. Je pense que les participants, voilà, ils vous remercient également là, dans le chat. Je pense que tout le monde était satisfait. Donc, et bien, écoutez, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et, merci beaucoup. Pour le prochain petit déjeuner, donc le 2 mars. Voilà, et ne pas oublier le petit questionnaire pour les participants. Et le questionnaire quand vous allez fermer l'accès au webinaire. Bonne journée à tous et merci encore. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.